Le monde entier commémore aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la faim. Cette année, l'objectif fixé est zéro faim à travers le monde. La situation de l'école nigérienne va mal. Les différents syndicats de l'enseignement prévoient le boycott des examens du BEPC et du baccalauréat. Et puis cette visite du président Mahamadou Issoufou en France, le président nigérien s'est prononcé sur la question du terrorisme dans le Sahel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Comme tous les mercredis, nous recevons Martin Aradio pour la page sport. Nous y reviendrons tout à l'heure. À présent, page nationale sous le sous-comité plutôt, autant pour moi, sport et loisirs à l'organisation du centenaire du premier président de la République du Niger a organisé ce matin un kermesse. L'activité a eu lieu dans l'école Djori qui porte le nom du feu président. C'était en présence de sa famille et plusieurs invités de marque. Compte rendu Elhadji Anis Amadou. C'est dans le cadre des activités commémoratives du centenaire du premier président de la République du Niger, Djori Hamani, que le comité d'organisation de cet événement a mis en compétition les élèves des écoles Djori à travers des jeux de langa, la course à l'œuf ou encore les jeux de kangourou. L'objectif étant d'immortaliser cet événement chez ses élèves. Immortaliser cet événement à travers les enfants, c'est quoi au fait? C'est de le mettre dans cet espace ludique que vous voyez. Quand tu mets un enfant dans un espace ludique, tu lui proposes des exercices, il les fait, mais il n'oubliera jamais cette date. Et il n'oubliera jamais ce jeu. Et si nous sommes arrivés à faire ces jeux, en réalité, nous-mêmes, nous avons vécu ces jeux en réalité. Pendant notre tendre enfance, donc dans les années 60, on faisait tous les jeux de course à sac, les jeux de langa, et les jeux d'abattage de canaries, ainsi de suite. Donc c'est l'ensemble de ces jeux que nous avons vécu dans les années 60, c'est-à-dire au temps du président Djori Hamani. Ce sont ces jeux que nous avons ramenés à nos enfants aujourd'hui, donc qui sont en train de l'exécuter. Occasion mise à profit par la famille du feu président Djori Hamani pour offrir des cadeaux aux élèves les plus méritants de ces écoles qui portent le nom de leur illustre père. Nous sommes très fiers d'avoir pu participer à cette kermesse et c'est pour nous un plaisir. Nous avons été déjà honorés par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, par la commémoration du centenaire. Et également, cette kermesse nous permet de partager notre joie avec les enfants, vu que l'avenir leur appartient. Donc, c'est un plaisir pour nous de continuer. Ce que nos parents faisaient également, les 3 premiers étaient toujours félicités par des cadeaux. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu participer à cette kermesse. Notons enfin que la commémoration du centenaire du président Djori Hamani atteindra son épilogue ce jeudi 16 juin 2016 avec une conférence débat sur la vie de l'homme qui fut le premier président de la République du Niger. Elle sera animée par le professeur André Salifou. Le monde a commémoré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire. Cette année, la journée vise l'objectif zéro faim. Sidiki Diarra pour le compte rendu. Ce 15 juin 2016 est célébrée la journée mondiale contre la faim. Nous avons tendance à oublier cette manifestation, mais la faim touche encore de nombreuses personnes à travers le monde, estimée à près de 800 millions dont la majeure partie d'entre eux se trouvent être malheureusement des enfants. Une alimentation insuffisante peut notamment leur causer des problèmes de croissance, raison pour laquelle cette journée a été instaurée en vue d'attirer l'attention des décideurs et citoyens sur cette question. Le combat pour enrayer la faim dans le monde ne se limite pas aux dons alimentaires, même s'il aide grandement, notamment lors des catastrophes naturelles. Pour changer les choses à long terme et aider ces populations durablement, l'action doit se concentrer sur les agriculteurs afin de leur donner les clés d'une agriculture durable, ainsi que sur les jeunes mères et sur la création d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Ces différentes actions permettront de lutter contre la mortalité infantile, qui reste encore très élevée dans certaines parties du monde, d'améliorer les techniques agricoles et la production, et de limiter le gaspillage de l'eau. Selon le programme alimentaire mondial PAM, la malnutrition provoque la mort de 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année, soit près de la moitié des causes des décès.
L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée. Une personne sur 4 serait sous-alimentée. C'est en Inde que l'on retrouve le plus d'enfants de moins de 5 ans victimes de la malnutrition, avec un chiffre avoisinant les 8 millions. Organismes internationaux, ONG et associations relaient des informations sur ce fléau afin de nous faire prendre conscience du chemin qu'il reste à parcourir en termes de sécurité alimentaire. C'est en ce sens qu'ils se sont fixés comme objectif cette année de mener bataille contre la faim et la malnutrition avec pour slogan Objectif Faim Zéro. En ce mois béni de Ramadan, chers citoyens, faites un geste en vue de cette journée pour vous joindre à cette lutte. Je le disais tout à l'heure dans les titres, la situation entre les syndicats de l'enseignement et le gouvernement n'est guère reluisante. Les syndicats des enseignements ont décidé depuis la semaine dernière de bloquer les notes des évaluations et des examens. Ils poursuivent en déclarant ne pas participer aux examens du bac et du BPC des sessions 2016. Compte rendu Chitou Isaka. Les syndicats du secteur de l'enseignement général ont lancé ce mot d'ordre des boycotts des examens du BEPC et du baccalauréat en raison de la non-prise en compte de leurs revendications par le gouvernement tout au long de l'année académique 2015-2016. Ainsi, ils appellent tous les camarades enseignants à un blocage des notes d'évaluation, des rapports de fin d'année et des examens prochains. Nous sommes arrivés à ce stade parce que le gouvernement a affiché un mépris royal face aux préoccupations des enseignantes et des enseignants qui, si elles avaient été prises en charge, ne serait-ce qu'à un certain degré, auraient pu éviter d'arriver à ce stade-là. Mais vous savez, face au mépris et à la stratégie de l'usure, nous n'avons eu d'autre choix que d'utiliser la dernière arme qui nous restait. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons choisi d'aller à ce mouvement, mais il le fallait. Parce que ça fait plusieurs années que nous avons des revendications qui ont été posées et qui ont fait l'objet d'accords avec le gouvernement. Il s'est engagé à les respecter avec des délais bien précis. Ces délais-là arrivaient, on les renouvelait. Ils arrivaient, on les renouvelait. Ils arrivaient, on les renouvelait. Les jours passés, les mois passés, les années passées. Le boycott, c'est que les enseignants ne doivent même pas être sur le terrain. Ils ne doivent même pas aller dans les salles d'examen. Ni bac, ni brevet, ni autre examen. Maintenant, en ce qui concerne les évaluations, les enseignants ne doivent pas les faire. Du côté des élèves, les avis divergent par rapport à cette décision. Et ils appellent les syndicats des enseignants et le gouvernement à trouver un compromis afin qu'ils passent les examens dans des conditions acceptables. On va dire que cette décision est vraiment catastrophique. Parce que vis-à-vis des... On a passé tout notre temps à réviser, faire des exercices. Maintenant, juste au moment où on devrait passer à l'action, ils vont venir dire qu'ils ne vont pas corriger ni surveiller les épreuves. Ça va nous blesser s'ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas de raison. On peut dire qu'ils n'ont pas de raison parce que c'est eux qui nous ont mis en formation depuis. Cette décision des enseignants pour le fait de boycotter nos examens, ce n'est vraiment pas très bien. Parce que s'ils font cela, nos diplômes ne seront pas du tout crédibles. Je crois qu'ils n'ont pas tort. Du moins que l'État ne les paye pas. Donc, je crois que chaque individu qui travaille, on doit le payer. Donc, je vois pas ce qu'ils ont fait de mal. Donc, ils ont tout à fait raison de ne pas corriger les copies. Mais en fait, j'aimerais demander à l'État de chercher un terrain d'entente pour qu'ils puissent s'entendre entre eux. Comme ça, le bac on va passer notre bac en paix pour ne pas faire une année blanche. Les enseignants, eux, ils ont raison d'un côté puisqu'ils ont une famille à gérer. Et le fait que l'État refuse de les payer, ça compromet tous leurs projets. Ce n'est pas du tout bien. Et en ce qui nous concerne, nous les élèves, ça ne nous arrange pas. Puisque à quoi ça sert de composer sans pour autant qu'on corrige nos copies? 11 mois de souffrance, de privation. Tout ça pour ne rien avoir. Les parents d'élèves prônent, quant à eux, de trouver un terrain d'entente entre les deux parties afin de garantir aux élèves une bonne fin d'année scolaire. Ça veut dire la calebasse, c'est deux personnes qui cassent calebasse. Donc, je m'explique. Il n'y a pas de problème sans solution. Nos enfants, vraiment, il faut assurer leur avenir. Sans éducation, il n'y aura pas de pays. Que les deux parties n'ont qu'à se réunir et trouver des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution, ça n'existe pas. L'éducation, gage de tout développement humain, il revient alors à l'État,
aux enseignants et aux parents d'élèves de s'impliquer pleinement dans ce secteur en vue d'un meilleur avenir des enfants de notre pays. Ce jour 15 juin 2016 coïncide avec la fin de la première décade du mois de Ramadan. Les fidèles musulmans vont entamer la deuxième décade, une période dont la signification est très importante à connaître par les croyants. Suivez plutôt. La deuxième décade, c'est la décade du pardon. Il faut se repentir sincèrement. Il faut pardonner aux autres. Nous qui voulons que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, il faut pardonner aux autres. Il faut faire table rase de ce qui est passé, mais aussi il faut multiplier les bonnes œuvres qui nous permettent d'obtenir le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de bonnes œuvres, il y a beaucoup de formules de la recherche du pardon de Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a beaucoup d'actions qu'on peut entreprendre, la prière de Tarawih, la visite, le fait d'aller à la mosquée pour des assemblées de Dieu, les tafsirs, et le fait de participer aux assemblées de Dieu, et le fait de renouer les liens de parenté, le fait de chercher le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala, le qiyam al-layl. Il y a beaucoup d'actions, c'est des actions positives qu'il faut entreprendre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire des efforts avec nos biens et notre personne. C'est avec ça que Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. C'est un verset du Coran, et c'est avec ça que Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire rentrer dans son paradis. À présent, la page sport avec Martin Aradio. Bonsoir Martin, le championnat national de football se poursuit avec la 19e journée. Et tout à fait, Maïga, il y a eu 4 rencontres hier et aujourd'hui. L'AS Sonidep fait match nul 0 but partout avec l'AS Nigelec. L'AS Fan Etri Tagour Provincial Club 7 buts à 1. L'AS Garde Nationale, après sa défaite inattendue à Tawa face à Dankasawa, s'est ressaisi en battant l'Urana FC cet après-midi au stade général Sénécountier 4 buts à 0. Nous vous proposons les réactions d'après-match de cette dernière rencontre. Les joueurs ont eu un moral un peu plus fort que le match passé. Et on s'est retrouvé avec une fois des joueurs plus rayonnants. Et avec beaucoup de chance, on a pu scorer un peu plus tôt. Et c'est ça qui nous a donné plus de force de pouvoir expliquer. Encore, il faut retenir, nous avons pu récupérer un joueur qui est un peu plus ou moins au-dessus des autres. Si on peut le souligner, donc Abdelaziz Ortega. Et il a apporté ce qu'on entendait de lui, donc il a marqué jusqu'à 2 buts. Ça veut dire que c'est un élément, un joueur qui est très fort, qui est bon et qui nous a donné plus de courage et de confiance. Maintenant, nous avons une autre axe centrale. Les deux ont eu 2 cartons jaunes, donc ils sont suspendus pour les prochains mois. Vous avez vu, l'axe central a été changé. Ouais, ils ont tenu. Donc c'est pour cela qu'il faut tenir à avoir des réserves de valeur pour qu'on puisse ne pas constater l'absence de l'autre. L'un dans l'autre, aujourd'hui, bon Dieu merci, on a eu à scorer jusqu'à 4 buts. Donc les joueurs ont pu ressaisir et scorer jusqu'à 4, c'est bien. C'est ça que nous pensons. Donc l'objectif, c'est de gagner les matchs qui sont en face de nous. Quelle que soit la manière, donc il faut mettre tout pour avoir ces victoires. Et maintenant, dans un match de championnat ou bien des matchs de championnat, il peut y avoir des faux pas de certaines équipes et puis propulser en avant. Cette fois-ci, on était venu avec une moitié de l'équipe trop jeune, quoi. Parce qu'on a beaucoup d'absences, de blessés. C'est ça qui a fait tout ça là, quoi. Ouais, d'un côté comme de l'autre, on faisait tous des carèmes, quoi. Mais comme eux, ils sont à domicile, quoi, ils ont pu gérer leurs équipes. Nous, on a trop couru. C'est ce qui nous a trop fatigués, quoi. Bon, on va essayer de se reposer. D'ici lundi, on a à peu près 4 jours comme ça, ou 3 jours là. On va essayer de se reposer, de s'entraîner encore. Peut-être, Inch'Allah, ça va aller, quoi. Voilà, on espère qu'on va avoir un bon résultat pour le deuxième match.
Martin, en Europe, l'heure est présent à l'Euro et le Portugal a été accroché d'entrée. Oui, et pour son entrée, le Portugal de Cristiano Ronaldo n'a pu faire que match nul devant l'Islande. Dans ce même groupe F, la Hongrie a créé la surprise en disposant de l'Autriche 2-0. Les images. Le Portugal peut s'en vouloir. Dominateur, il n'a pu faire mieux que match nul face à une valeureuse équipe d'Islande. Ce sont pourtant les Portugais qui ouvrent le score, centre d'André Gomes pour Nani qui inscrit le 600e but de l'histoire de la compétition. Mais au retour des vestiaires, la Seleção se fait surprendre par Bjarnason. Un partout, bonne opération pour l'Islande. Le Portugal, lui, devra montrer un autre visage face à l'Autriche samedi. C'est la première vraie grosse surprise de l'Euro. La Hongrie est venue à bout de son voisin autrichien. 0-0 à la pause, c'est Adam Szalai qui ouvre le score sur ce beau mouvement à l'heure de jeu. Son premier but depuis près de 18 mois. Réduite à 10 suite à l'exclusion de Dragovic pour un deuxième jaune. La Hongrie inscrit un deuxième but en fin de rencontre par Stieber et remporte son premier match de phase finale depuis 52 ans. Toujours en Europe avec l'Euro, la Russie pourrait être disqualifiée, Martin. Oui, la Russie est sous la menace d'une disqualification en cas de nouveau débordement de ses supporters. Après le match nul arraché face à l'Angleterre, les Russes vont devoir jouer gros contre la Slovaquie et surtout, les responsables auront tous la tête dans les tribunes. Après le match nul arraché contre l'Angleterre samedi, la Russie retrouve le terrain. Cette fois à Lille contre la Slovaquie, un adversaire a priori plus abordable, mais que les Russes ne prennent pas à la légère. Ну, насчет того, что будет сложнее, я прям не думаю, что будет сложнее, но что будет точно нелегко и не легче, мы все уверены в этом, потому что мы уже начали готовиться к Словакии, просматривать, это очень сильный. Plus que l'enjeu sportif, le contexte de cette rencontre est dans toutes les têtes. La Russie est sous la menace d'une disqualification en cas de nouvelle violence de ses supporters. Ну, нас это немножко напрягает. Не хотелось бы вылететь из чемпионата Европы из таких ситуаций. Нам хочется, и мы очень счастливы здесь находиться. Поэтому это будет очень огромной глупостью и огромным разочарованием для нашей команды. Я думаю, для всей страны в целом. Мы еще раз говорим о том, что мы уверены, что наши болельщики больше не допустят подобного поведения и не дадут повода для дисквалификации национальной команды. Les regards seront donc autant en tribune que sur le terrain, mais les Russes n'évolueront pas sans pression. Avant même de rencontrer le Pays de Galles, une défaite hypothéquerait sérieusement leur chance de voir les huitièmes de finale. Enfin, la Copa América avec l'Argentine qui passe au quart de finale sans grande difficulté. Déjà qualifié pour les quarts, l'Albi Céleste de Lionel Messi a déroulé pour son troisième match de poule face à la Bolivie. Avant le prochain rendez-vous en quart contre le Venezuela, l'Argentine a pu se rassurer. Déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Copa América, l'Argentine a facilement dominé la Bolivie. Une victoire 3-0 qui s'est dessinée en première période. La Mela ouvre le score sur coup franc à la 13e. 2 minutes plus tard, Lavezzi double la mise avant d'offrir une passe décisive à Cuesta qui scelle le sort de la rencontre. Première du groupe D, l'Albi Céleste a désormais rendez-vous dimanche avec le Venezuela. Martin, c'est tout pour ce soir? Oui, c'est tout pour ce mercredi. Eh bien, restez avec nous pour la suite de l'actualité. L'actualité internationale à présent, ou plutôt africaine, en bref, en images et en 60 secondes avec notre partenaire de la VOA, La Voix de l'Amérique. 8 parlementaires kenyans ont été placés en détention préventive par la haute cour kenyane pour avoir proféré des discours de haine susceptibles de déclencher des tensions ethniques et politiques à 1 an des élections générales. L'opposant historique ougandais Kizza Besigye, accusé de trahison, continuera à être jugé par le tribunal devant lequel il comparaissait. La requête du parquet pour un jugement dans la prison de Luzira a été rejetée. La situation entre l'Éthiopie et son voisin érythréen inquiète. Les États-Unis appellent les deux parties à la retenue et à amorcer un dialogue politique, a lancé John Kirby, le porte-parole de la diplomatie américaine, dans un communiqué. Soudan du Sud, 3 personnes ont été tuées en mai dernier. Le Bureau de coordination aux affaires humanitaires de l'ONU a souligné dans un communiqué l'augmentation du nombre d'attaques contre des humanitaires.
Je le dis dans les titres, le président de la République, Issoufou Mahamadou, en visite à Paris, en France, avec son homologue François Hollande. Issoufou s'est prononcé sur la question du terrorisme dans le Sahel. Suivez plutôt. C'est vrai qu'il y a eu ces accords de paix entre l'État malien et les mouvements armés, mais nous sommes face à des difficultés de mise en œuvre de ces accords de paix. Et malheureusement, les mouvements armés, on le constate, ne jouent pas toujours le jeu de la paix. Il nous faudra créer les conditions de la restauration de l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire malien, y compris, et cela est important, y compris à Kidal. Il nous faudra, me semble-t-il, ou bien mettre en place une force mixte multinationale, ou alors renforcer le mandat de la MINUSMA. Il faut que la MINUSMA ait un mandat très fort et que la MINUSMA soit en situation de pouvoir combattre. J'ai demandé, bien sûr, le soutien du président Hollande par rapport à toutes ces initiatives. Restons toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment au Mali, où l'armée française, dans le cadre de l'opération Barkhane, fait face à un ennemi invisible. Reportage. Un désert à perte de vue. À Tombouctou, ces nomades accueillent régulièrement des patrouilles de l'armée française. L'occasion pour eux de se sentir protégés, au moins quelques instants. Cela fait presque 2 ans que l'opération Barkhane a été lancée au Mali. Et depuis, malgré quelques victoires de l'armée française, les groupes islamistes continuent de menacer la population. Cette femme a perdu son frère récemment. Il aurait été tué par des bandits. Après leur départ, j'ai dit à mon frère, j'ai peur de ces gens. Mais mon frère m'a assuré qu'ils n'étaient pas dangereux, qu'ils étaient nombreux par ici, mais qu'ils ne nous feraient aucun mal. Les djihadistes d'Al-Qaïda s'en prennent à la population, mais aussi aux bases de l'ONU déployées dans le pays. En avril, 3 soldats français circulaient à bord de leur véhicule blindé. Ils ont été tués dans l'explosion d'une mine. Le but du terroriste, c'est de chercher à déstabiliser l'État, en fait, en faisant des actes de terreur. Donc forcément, ils vont chercher à déstabiliser le pouvoir qui est en place, à décrédibiliser la force. Mais c'est parce qu'on est unis, en fait, qu'on arrive à reprendre la main petit à petit. L'opération Barkhane compte 3500 militaires français. Ils sont répartis entre la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Dans cette immense zone du Sahel, impossible pour l'armée de couvrir tous les secteurs. Les combattants islamistes profitent de cette situation pour mener leurs attaques. Les Français n'ont pas réussi à couvrir la grande région désertique au nord du Mali, où ces groupes ont pu se cacher, se regrouper et commencer non seulement à se consolider, mais aussi à étendre leur territoire au-delà des frontières, comme au Burkina Faso et récemment en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, touchée par l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam le 13 mars dernier. 2 mois plus tôt, des terroristes commettaient un attentat en plein cœur de la capitale burkinabé, Ouagadougou. Aujourd'hui, les embuscades contre les forces de l'ONU se multiplient dans la région. La mission de l'opération Barkhane est loin d'être terminée. Hausse des tarifs Internet au Congo, la situation inquiète le gouvernement congolais a interpellé plusieurs journalistes qui ont décidé de ne pas taire la situation. Reportage. Ça va ? Oui, ça passe, mais... C'est leur principal outil de travail, Internet. Congo Web réalise des programmes télévisés qui sont diffusés sur la toile. Internet, c'est aussi le seul moyen pour eux de recevoir des images des journalistes correspondants qui sont ailleurs dans le pays. Un médium qui se pose aujourd'hui des questions sur son avenir. Cela pèse énormément sur les budgets de la chaîne. Aujourd'hui, pour que nous existions sur Internet, on doit avoir pratiquement 5 000 $ ou débourser 7 000 $ le mois. Vous voyez un peu cette augmentation de pratiquement 100%. Les tarifs ont explosé. Chez Vodacom, le forfait est passé de 28 à 100 $ par mois. Idem chez Orange, qui a doublé ses tarifs de 35 à 62 $. Les journalistes demandent aux opérateurs de baisser leurs tarifs rapidement. Cette hausse vertigineuse et incommensurable des tarifs ressemble à une répression qui ne dit pas son nom. Je crois que c'est vraiment de l'asphyxie et que la presse ne pourra pas travailler. Opérateurs et gouvernements se renvoient mutuellement la responsabilité de cette hausse des tarifs Internet.
Un gouvernement qui, manifestement, ne supporte pas que les journalistes se rassemblent pour montrer leur mécontentement. Ce samedi, lors d'une manifestation, 4 d'entre eux ont été interpellés, auditionnés parfois sans ménagement, avant d'être finalement relâchés. La gronde enfle, les questions aussi, à quelques mois d'un vide électoral de plus en plus probable. Eh bien voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information sur Canal 3 Niger. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme.